Bonjour à tous et à chacun. En la qualité de président de l'école alsacienne, je suis tout particulièrement heureux, avec notre directeur, Pierre de Panafieux, de vous accueillir ce soir, que vous soyez parents, élèves ou amis de l'école, ou encore enseignants ou collaborateurs de notre établissement. Cette soirée, désormais annuelle, est l'occasion de vous remercier pour votre générosité et de vous en présenter les résultats. C'est l'occasion de vous démontrer que le soutien que vous nous apportez est certes un don, mais qu'il est beaucoup plus qu'un don. C'est un investissement. Tout ce que vous rendez possible en matière d'ouverture sociale, de sensibilisation artistique, de responsabilité environnementale ou d'inclusion scolaire, tout cela constitue un élargissement vers l'intérêt général, un dépassement de soi que nous pouvons apporter en exemple à nos élèves pour faire d'eux des citoyens plus libres et plus responsables. Comme vous le savez, ces actions d'intérêt général que nous menons, pour certaines depuis plus de 10 ans, ne seraient pas possibles grâce aux seuls frais de scolarité. Voilà pourquoi nous développons de plus en plus le recours au mécénat, au soutien duquel nous avons récemment créé le fonds de dotation des Amis de l'école alsacienne. Cette année, le compte-rendu que nous allons vous faire n'oubliera aucune de nos diverses activités, mais il sera plus spécialement centré sur l'inclusion scolaire. Sans vous en dire plus, je laisse à Pierre de Panafieux le soin de vous présenter cette soirée en vous remerciant pour votre générosité passée et à venir. Merci Alain, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être là. Je voudrais revenir sur un point que Alain a abordé très rapidement sur l'utilité sociale de l'école alsacienne. Vous avez noté comme moi qu'elle est toujours assimilée ces temps-ci à l'école de l'entre-soi, à l'endogamie, au cousinage supposé des milieux dirigeants. Bon, c'est pas nouveau. J'ai retrouvé qu'en 1907, un certain Ernest Renaud, un journaliste qui n'a pas laissé beaucoup de traces, à part qu'il était royaliste et anti-protestant, présentait l'école dans le journal Le Soleil, l'école prétendue alsacienne et l'école de l'aristocratie huguenote, des gens chics, entre guillemets, du consistoire, alors que le menu fretin en est exclu. Pourtant, dès sa fondation, elle a inscrit son activité dans la perspective d'être utile. Utile au pays, utile à l'ensemble du système éducatif. Paul Bert, député, quelques semaines après qu'il a prononcé ces phrases, ministre de l'Instruction publique, disait, en s'adressant donc à l'école, « Vous avez comblé le fossé et rétabli les vraies conditions de l'égalité sociale, laquelle consiste non pas à promettre, mais à donner efficacement à chaque citoyen les moyens d'occuper dans la société le rang auquel il a droit par son intelligence et sa conduite. » Nous sommes en 1880. Et nous avons voulu rester fidèles à cette vocation. Ce que notre statut d'école privée sous contrat avec l'État nous permet de faire, nous le faisons pour être utile, bien sûr, aux élèves qui nous sont confiés, mais aussi à l'ensemble des élèves du pays. Voilà une ambition bien vaste, me direz-vous, pour une si petite maison, mais c'est ce que les fondateurs ont voulu et ce à quoi nous essayons, grâce à vous, grâce à votre soutien constant, de maintenir cette tradition. Nous voulons montrer ce que sont les conditions pour que les barrières qui séparent les élèves les uns des autres
qu'elles soient dues aux distances sociales ou aux questions de santé, que ces barrières soient levées. Bien sûr, ce que nous faisons, une fois de plus, grâce à la générosité des donateurs, c'est-à-dire grâce à votre générosité, sert les élèves directement concernés qui partagent leur scolarité dans notre école. Mais la mobilisation des professeurs et de tout le personnel de l'école vise à mettre en évidence les conditions par lesquelles tous les établissements pourraient être plus accueillants. Le temps de l'éducation, vous le savez, est un temps long. Pour qu'une idée fasse son chemin dans l'immense labyrinthe de l'éducation nationale, il faut compter le temps en années. 1924-1970, c'est le temps qu'il a fallu pour généraliser la mixité dans les établissements. 1924 à l'école alsacienne, années 70 pour l'ensemble du système. Plus près de nous, vous avez sans doute noté récemment que les collèges situés en réseau d'éducation prioritaire allaient être désormais ouverts à leurs élèves jusqu'à 18 heures. C'est une mesure que l'école a prise en 2003, c'est-à-dire il y a 20 ans. C'était une évidence pour nous que l'école devait pouvoir accueillir tous les élèves après les cours. Elle l'a fait, cela a mis 20 ans pour monter jusqu'au stade de la décision de l'éducation nationale. Ce que vous apportez à l'école, c'est le moyen de lui permettre de continuer à être elle-même, c'est-à-dire à accomplir cette mission pour l'ensemble du système éducatif, et c'est une mission essentielle. Et donc nous avons besoin de vous, et vous l'avez sans doute compris. Nous avons besoin de vous pour les longues années qui viennent. Alors Brice a préparé quelques chiffres qui vont nous montrer que nous sommes quand même sur la bonne voie. Voilà, depuis 2019, oui, parce que j'ai commencé en 1800, donc forcément. Donc, depuis 2019, vous voyez que les dons que vous nous donnez augmentent et augmentent toujours, alors que nos projets se développent parallèlement. Donc, et nous dépassons, et nous espérons dépasser cette année encore, largement les objectifs que nous nous fixons. Donc, je voudrais me joindre à Alain pour vous dire vraiment du fond du cœur merci, vous dire que ce que vous faites, c'est très utile pour l'école, mais nous avons l'ambition que ce soit utile au-delà de l'école, et c'est la raison pour laquelle l'association de l'école alsacienne est reconnue d'utilité publique, c'est sa vocation. Merci beaucoup. Gauthier Le Chevalier. Oui, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Moi je suis Gauthier Le Chevalier, le directeur de l'école primaire, l'école alsacienne, donc en charge des classes maternelles et élémentaires, qu'on appelle également le petit collège. Bonsoir à toutes et à tous, et donc je suis Brice Parent, le directeur du collège et du lycée. Quelques mots d'un des projets importants du mécénat. Peut-être qu'on commence par un sommaire des oui, trois. Bien sûr. Donc on va revenir ce soir sur les différents projets que nous avons mis en œuvre ces dernières années grâce aux actions de mécénat et désormais grâce au fonds des Amis de l'école alsacienne. Et la soirée, le premier temps de la soirée sera le plus important. Il est consacré à la question de l'inclusion scolaire, c'est-à-dire la façon dont nous essayons d'accueillir le mieux possible des élèves qui sont en situation de handicap et des élèves qui ont des besoins spécifiques pour différentes raisons, notamment par rapport à des troubles des apprentissages. Ça, c'est la première partie, la plus conséquente ce soir. Nous ferons ensuite un point sur deux projets qui ont été menés différentes années et qui se poursuivent, la question de l'ouverture artistique de l'école et la question de l'éco-responsabilité. Et puis nous conclurons sur un des projets essentiels portés par les actions de mécénat, la question de l'ouverture sociale et des partenariats Charcot. Voilà les différents thèmes que nous allons aborder ce soir.
Donc, quelques mots donc de l'inclusion scolaire à l'école alsacienne. Peut-être d'abord pour vous dire que ce que nous faisons par rapport à l'inclusion scolaire, c'est d'abord reprendre ce que venait de dire Pierre de Panafieux en mission de service public, c'est ce que l'école de la République est censée faire, accueillir tous les élèves, quels qu'ils soient et quelle que soit leur spécificité éducative. Donc depuis longtemps, à l'école alsacienne, des plus petites classes jusqu'aux plus grandes, nous accueillons des enfants avec des troubles spécifiques du langage, des enfants qui peuvent avoir des handicaps différents et variés. Et l'éducation nationale met en place des dispositifs qui sont des dispositifs que nous avons à l'école alsacienne, notamment la possibilité pour certains enfants, pour certains élèves que nous scolarisons ici, d'être accompagnés par ce qu'on appelle des AESH, des accompagnants pour les élèves en situation de handicap. Ces dispositifs, créés par le ministère de l'Éducation nationale et sont très importants, nous paraissent insuffisants. Pourquoi? Parce que ces postes proposés par l'Éducation nationale sont des postes peu rémunérés, qui demandent plusieurs années avant d'avoir des contrats indéterminés, et donc mettent des personnels des fois dans des situations pas forcément satisfaisantes pour pouvoir être le plus disponible pour les élèves qui ont beaucoup besoin de ces accompagnants-là. Les élèves ont besoin de ces accompagnants-là, et nos professeurs, nos équipes de professeurs ont aussi besoin de ces accompagnants et d'avoir des accompagnants qui sont impliqués du côté du champ du handicap, qui comprennent quelles sont les problématiques d'une classe, qu'est-ce que c'est que dans une classe accueillir une diversité d'élèves. Alors, grâce au mécénat, l'année dernière, l'école alsacienne a pu, à cette rentrée, dès le 1er septembre, avoir et pouvoir proposer à un personnel de devenir un AESH directement rémunéré par l'éducation nationale, par l'école alsacienne. Voilà une grande différence. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait jusqu'à présent une rémunération du rectorat, petite rémunération, je crois qu'il faut dire les choses. Les postes d'AESH du rectorat, ce sont des postes à peu près 24, c'est en général entre 24 et 30 heures dans l'établissement, rémunéré avec une rémunération qui est annualisée, donc c'est-à-dire qui prend en compte que vous ne travaillez pas pendant les vacances scolaires, mais qui répartit votre rémunération tout au long de l'année, et qui fait que les rémunérations, c'était à peu près de 860, 880 euros par mois. Avec le mécénat, grâce au mécénat, et avec des contrats qui étaient des contrats à durée déterminée. Aujourd'hui, le rectorat a fait des efforts et au bout de 3 ans de contrat à durée déterminée, l'Éducation nationale propose à ses personnels d'obtenir un CDI. Vous imaginez bien que quand on travaille 24 heures dans la semaine ou jusqu'à 30 heures dans un établissement scolaire, sur des horaires scolaires, c'est compliqué d'avoir un autre travail à côté, et donc d'avoir des rémunérations complémentaires pour ces personnels-là. Donc fidéliser ces AESH, c'était difficile pour l'école alsacienne et donc pour tous les élèves, et c'était difficile d'avoir des personnels qui étaient motivés finalement. Donc cette création de postes grâce au mécénat change totalement la donne, parce que nous avons un personnel qui est là, à l'école alsacienne, qui a une rémunération qui est tout à fait satisfaisante à hauteur de celle qu'on peut avoir pour un personnel éducatif dans une école, qui, grâce au temps de travail qu'il y a à l'école alsacienne aussi, peut participer sereinement à nos réunions, et que nous pouvons aussi accompagner et que nous pouvons former. On change totalement d'heure. Et d'une part, on remplit cette mission d'accompagnement auprès des élèves en situation de handicap nettement mieux, et on permet nettement mieux l'accompagnement dans la classe, et on peut faire bénéficier beaucoup plus la présence de l'AESH, non pas uniquement pour l'élève, mais pour la vie du groupe et pour la vie de l'équipe pédagogique. Donc c'est un vrai changement, et c'est un grand souffle qu'on donne, d'une part, d'une certaine manière, en déprécarisant les personnels AESH, et en apportant des solutions pédagogiques réfléchies, construites, avec nos équipes pédagogiques. Et tout à l'heure, on donnera également la parole à nos enseignantes référentes inclusion scolaire, à notre AESH
école alsacienne, pour vous dire combien ces nouveautés sont essentielles et sont une réponse à des propositions qui nous paraissaient imparfaites de l'éducation nationale. Pour poursuivre, et après tout de suite on va donner la parole, et voilà. Mais pour être très concret, les difficultés que nous pouvons rencontrer, c'est que nous dépendons, l'école alsacienne dépend effectivement du rectorat et de la façon dont ces personnels peuvent être gérés. Là, je vais être très concret sur cette rentrée scolaire. Nous avions, parce que c'est comme ça que l'on procède, nous avions fait le choix des personnels AESH pour accompagner des élèves à la rentrée scolaire dès le 1er septembre. Nous les avions choisis au mois de juillet, mais le temps que le rectorat valide ces personnels, les premiers sont arrivés au 1er octobre. Donc il s'est déroulé un mois sans que nous ayons ces accompagnants. Il se trouve que cette année, ils sont formidables. C'est-à-dire que les personnes que nous avons choisies, qui ont été validées par le rectorat, sont vraiment formidables et accompagnent formidablement bien les élèves. Mais au 1er septembre, ils n'étaient pas là. Et on était très heureux de pouvoir compter sur la présence de Gabriel Faye, qui interviendra tout à l'heure, parce que lui, au 1er septembre, il était là, grâce aux dons et grâce à ce contrat. Et ça a permis d'accompagner un élève qui en avait absolument besoin dès le 1er septembre. Donc en fait, d'une manière générale, on peut dire que la politique mise en place par le ministère de l'Éducation nationale depuis de nombreuses années, cette politique d'inclusion scolaire, elle est formidable. Elle permet de faire bouger les choses. Des enfants sont scolarisés désormais dans les établissements, à l'école alsacienne, n'importe où, dans n'importe quel collège, dans n'importe quel lycée, alors qu'ils ne l'étaient pas précédemment. Mais elle est imparfaite. Et ce que nous essayons de faire ici, c'est d'améliorer les choses et de faire en sorte que pour les élèves et pour les professeurs, l'inclusion se passe le mieux possible. Donc c'est ce qu'on va essayer de vous montrer ce soir. Alors, on peut rentrer un tout petit peu dans les détails. Concrètement, 8% des élèves de l'école alsacienne, sur nos 1850 élèves, 8% sont soit en situation de handicap, soit bénéficient d'aménagement de scolarité pour des raisons médicales ou parce qu'ils ont des troubles des apprentissages. Donc c'est un pourcentage qui est tout à fait important. Ça veut dire que dans chaque classe, les professeurs ont en face d'eux plusieurs élèves qui nécessitent des aménagements de scolarité. L'aménagement de scolarité, qu'est-ce que c'est? Le plus courant, c'est donner un peu plus de temps à un élève pour qu'il puisse faire convenablement un devoir ou un contrôle. Alors, comme c'est souvent pas possible, en fait, ça veut dire diminuer un petit peu le nombre des exercices qui sont donnés. Mais il y a beaucoup d'autres aménagements de scolarité. Il peut y avoir le fait de préciser des consignes, le fait d'avoir des dictées aménagées, le fait d'agrandir des supports de cours parce qu'un élève va avoir besoin d'un support plus courant, etc., etc. Beaucoup d'aménagements de scolarité. Et donc cette question de l'inclusion, elle est au cœur de notre établissement, comme de tous les établissements scolaires. Sur les aménagements de scolarité, les réflexions que les professeurs peuvent conduire pour adapter au mieux, finalement, on se rend compte qu'elles sont intéressantes parfois pour l'ensemble de la classe. Et on parle beaucoup d'inclusion scolaire. L'exemple, très clairement, on peut avoir des documents qu'on peut remettre aux élèves. Il y a certaines polices qui sont des polices qui sont totalement inadaptées pour les enfants dyslexiques. Il y a des polices qui sont favorables en nombre de caractères, tout à fait. Et on se rend compte que ces polices-là, finalement, elles servent à tout le monde. Et ça, c'est le grand message de cette soirée, si vous voulez. C'est-à-dire que l'un des objectifs formidables, c'est que cette politique d'inclusion scolaire, en fait, elle sert à tout le monde. Et que l'effort qu'on va faire, qu'un professeur va faire pour adapter un document, pour qu'il soit plus lisible pour un élève qui peut avoir des troubles des apprentissages, en fait, cet effort-là, il va servir à l'ensemble de la classe. Parce que pour l'ensemble des élèves, ils auront à disposition un support de cours beaucoup plus lisible, beaucoup plus adapté. Et de la même manière, on en parlera tout à l'heure, le fait d'avoir dans sa classe un élève qui a telle difficulté ou qui est dans telle situation de handicap, c'est évidemment un enrichissement pour tout le monde. Et c'est le témoignage central de cette soirée, je pense, en sera une très belle illustration. Donc voilà, 8% des élèves ont besoin d'adaptation, 23 élèves sont accompagnés en classe par un AESH, un accompagnement des élèves en situation de handicap.
Depuis les derniers grands travaux, nous avons rendu la quasi-totalité des bâtiments, dont celui-ci, accessibles aux personnes à mobilité réduite. Et le plus important, c'est ce qui vient après. C'est que nous avions déjà une équipe très renforcée à l'école pour suivre l'ensemble de nos élèves. Parce que ce qu'on est en train de dire sur les élèves qui ont des besoins spécifiques, en fait, la philosophie de l'école alsacienne, c'est d'accompagner chaque élève en fonction de qui il est, de sa personnalité, et d'essayer de considérer chaque élève comme un individu avec des caractéristiques propres, et de ne pas globaliser. Voilà. Donc c'est d'autant plus valable pour des élèves qui sont en situation de handicap. Nous avons désormais 2 professeurs référentes sur ces questions d'inclusion qui, par priorité, vont s'adresser aux autres professeurs et leur donner des conseils sur la façon d'accompagner tel ou tel élève. Nous avons un AESH dédié, on en a beaucoup parlé, et nous avons recruté il y a quelques semaines, puisque nous avions une nouvelle psychologue, une des psychologues du collège et du lycée a pris sa retraite. Nous avons recruté une psychologue qui, dans sa fiche de poste, a désormais cette mission aussi de coordonner l'ensemble des AESH et d'une certaine manière de les superviser, parce que je pense que c'est important qu'ils aient aussi une personne référente avec qui discuter, échanger sur ces questions de troubles des apprentissages, sur ces questions de situation de handicap. Donc voilà très concrètement ce que nous faisons. Et ce soir, on avait... Alors on ne peut pas vous parler de toutes ces situations, parce que voilà, ce sont de très nombreux élèves, et il n'y a pas un élève à besoin spécifique qui ressemble à un autre élève à besoin spécifique. Chacun est différent. Et ce sont ces différences qui sont extrêmement importantes. Mais on a eu la chance, depuis 8 ans, d'accompagner un élève de la 6e jusqu'à la terminale, un élève comme il y en a peu, et comme on a eu peu l'occasion d'en rencontrer. Un élève vraiment exceptionnel, qui est en situation de handicap, et on souhaitait qu'il témoigne ce soir. Il a passé son baccalauréat l'année dernière, donc il s'appelle Angèle, et je voudrais simplement dire, pour expliquer un tout petit peu qui il est, et puis je vous en prie, hein, vous pouvez venir, donc voilà, Angèle, sa sœur, son AESH, je vous en prie, vous pouvez nous rejoindre, et vous pouvez vous asseoir, Angèle, si vous en êtes d'accord. Donc Angèle est arrivée en 6e à l'école alsacienne. Angèle, mais il va pouvoir le raconter beaucoup mieux que moi, et son AESH va lire un texte qu'il a écrit. Sa sœur Nina va lire le grand oral qu'il a présenté l'année dernière au baccalauréat. Et donc, après, tout ce que je vais dire est inutile. Mais factuellement, Angèle est entrée en 6e. Avec, on l'a accompagnée le mieux possible. On a vu parfois des difficultés. On a vu des choses extraordinaires tout au long de sa scolarité. Et on est extrêmement fiers de son parcours et de ce qu'il a réussi à accomplir jusqu'à cette année terminale. Parce que, vous allez le voir, pour communiquer, Angèle utilise le petit clavier qu'il vient de donner à Hugo, son AESH, sur lequel, avec un doigt, il indique les lettres qui lui permettent de parler. Et donc Hugo va pouvoir parler à la place d'Angèle. Angèle dit quelques mots, hein, ça lui arrive, il parle un tout petit peu, mais c'est pas suffisant pour communiquer, et certainement pas suffisant pour communiquer dans une situation scolaire. Donc c'est vraiment grâce à Hugo, Angèle a eu d'autres AESH avant, qu'il peut comme ça s'exprimer et communiquer. C'est de cette manière, et uniquement de cette manière, qu'il a passé les épreuves du baccalauréat l'année dernière. Alors c'est une situation vraiment unique. C'est un élève, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'élèves qui ont passé le baccalauréat dans cette situation. Alors, ma connaissance sur le sujet n'est pas exhaustive, mais vraiment je pense que Angèle est le seul élève à avoir passé le baccalauréat dans cette situation. Ça a été pour nous, sa scolarité, un enrichissement extraordinaire. Et je trouve que c'est une très belle démonstration de la façon dont un élève qui est en situation de handicap, un élève qui a des besoins particuliers,
apporte quelque chose de formidable à l'ensemble d'une communauté scolaire. J'ai beaucoup trop parlé, je vais laisser la parole à Hugo qui va lire ce que Angèle voulait vous dire. À la fin, donc on va faire toute cette présentation, à la fin, bien sûr, on veut des temps d'interaction, des temps d'échange, et là, on laissera la parole à Angèle, parce qu'il a plein de choses, je suis sûr, à vous dire. Hugo, je vous donne le micro. Oui. C'est... Le micro marche, Angèle, c'est bon. Vous donnez un Hugo. C'est pas le one-man show. Non, c'est vrai. Alors, vous voulez que Hugo se mette là? Allez. Merci, je te remercie. Vous mettez là, vous serez encore mieux. Allez, j'avais mon petit clavier, vous faites, j'avais prévu. Bon, je t'en prie, assieds-toi. Je vais déplacer. Allez, assieds-toi. Soyons. Bien, bonsoir. Effectivement, je vais vous lire le texte qu'Angèle a préparé pour cette occasion et qui s'intitule « Comment j'ai vécu mon inclusion à l'école alsacienne ». Messieurs les directeurs, mesdames, messieurs, je suis très honoré, fier mais impressionné d'être convié pour témoigner ce soir. J'ai été très heureux de faire ma scolarité à l'école alsacienne. Je suis aussi tellement reconnaissant envers Monsieur Parent d'avoir accepté ma candidature pour rentrer au collège. Moi, petit bonhomme de 9 ans, non-verbal, vous m'avez inclus comme les autres, sans vous attarder sur mes particularités, mais en les voyant et en les respectant. Chapeau bas, Monsieur Parent. Mes résultats au baccalauréat ont été, semble-t-il, très bons, et je crois en moi aujourd'hui plus que jamais. Je dois en partie cet accomplissement à votre travail. Vous qui m'avez guidé, ainsi qu'à toutes les personnes de l'école qui ont su faire preuve de patience et d'humanité, même dans les moments difficiles, pour m'aider à progresser durant toutes ces années. Merci donc de tout ce que vous avez fait et été pour moi. Merci à tous les professeurs d'avoir su s'adapter à mes capacités. Merci à tous les élèves, mes amis, ma sœur, de leur présence, patience et partage permanent. Ils m'ont aussi formé et informé, soutenu et encouragé sur les exigences de l'école et donc de la société. Merci également à tout le personnel de l'école qui m'a aidé à participer à 100% à la vie de l'école, tant à l'accueil que dans les salles de classe, ou encore en voyage. J'aimerais d'ailleurs partager avec vous une petite anecdote plutôt parlante. Quand j'étais en 6e, nous avions fait une sortie en Alsace. Et nous prenions nos repas dans un grand réfectoire où il y avait beaucoup de bruit et d'agitation. Voyant que cela me dérangeait, le personnel avait ouvert une salle à manger, tout spécialement pour moi, et me voyant partir, toute ma tablée a décidé de venir avec moi pour partager un repas dans le calme, mais aussi dans la joie. Encore merci à tous. Grâce à vous, j'ai gagné en confiance en moi et accepté ma particularité. Parfois, les choses ne sont pas comme elles devraient être. Surtout à l'école, qui est pourtant le lieu de l'éducation des futures générations, racine de la société. À l'école alsacienne, on écoute l'intérêt de l'enfant et sa personnalité. Le travail y est particulièrement sérieux, exigeant et efficace. L'ambiance est humaine et bienveillante, ce qui est si précieux, et tout ce qui est précieux est aussi difficile que rare, pour citer Spinoza, à qui je dois en partie ma réussite au bac de philo. Je suis tellement fier de ce que nous avons pu accomplir ensemble. Ma réussite est votre réussite. Mon accompagnant Hugo fait partie intégrante de mon parcours et grande aventure. Sans lui, cela n'aurait pas été possible. Hugo a appris à répondre à mes besoins particuliers. N'oublions pas que je communique via son intermédiaire et qu'il m'aide à avoir un comportement adapté à toute situation. Merci beaucoup, Angèle. Tout n'est pas gagné, mais nous y travaillons avec zèle et détermination. Nonobstant, je partage avec vous ma douleur et mon inquiétude pour les jeunes autistes
qui n'ont pas les mêmes facilités que moi, ni les mêmes chances dans leur entourage et leurs rencontres. Mais je suis tellement heureux de savoir qu'il y a au moins une école sur la Terre où les enfants brillants mais différents peuvent apprendre, réussir et s'épanouir. Alors oui, l'inclusion est un défi permanent, un challenge personnel pour les neuroatypiques, une longue marche institutionnelle pour toute la société, mais n'est-ce pas là la richesse humaine de demain? Heureux qui, comme Angèle, a conquis l'inclusion. Vive l'inclusion à l'école alsacienne. Monsieur de Panaflieu, Monsieur Parent, Monsieur Portenoy, je vous assure de mon indéfectible gratitude. Très sincèrement, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs, mes chers amis, ma famille, Angèle Deragotio. Alors Nina, si vous voulez bien, Nina donc, est la sœur d'Angèle, si vous voulez bien nous lire le grand oral d'Angèle, qu'il a rédigé pendant l'épreuve du baccalauréat. Ah oui, oui. Oui, il a rédigé ce grand oral avec son doigt. Donc, le grand oral d'Angèle est porté sur la SVT et s'intitule « Peut-on parler de gène de l'autisme ?» Depuis que je suis petit, de l'école maternelle au lycée, je suis confrontée au regard, souvent incompréhensif et parfois moqueur des autres. Si je suis différent, je ne suis pas pour autant privée de jugement, sans mauvais jeu de mots. Je suis fière d'être autiste. S'il est vrai qu'il est parfois difficile de me comprendre, je suis sûre qu'avec un peu de bonne volonté, on peut y arriver. Le véritable problème, c'est le rejet. Le rejet des personnes autistes. Je suis fière de reproduire les pratiques de la société, mais je trouve que la société ne me rend pas l'appareil. La problématique de mon grand oral est donc liée à la SVT. Nous allons donc aborder ce terme qu'est l'autisme. Par rapport aux gènes de l'autisme, peut-on parler des gènes de l'autisme? Excusez-moi. Les données que je vais vous présenter sont pour une grande partie tirées d'un livre qui a été publié en 2023, qui s'intitule « Des gènes, des synapses et des autismes », qui a été écrit par Thomas Bourgeron, responsable de laboratoire génétique humaine et des fonctions cognitives à l'Institut Pasteur et professeur de génétique à l'Université Paris-Cité. Je vous conseille vivement de le lire si le sujet vous intéresse, il est très bien écrit et facile de lecture. Mon plan sera donc le suivant. La première partie présentera quelques éléments historiques sur les différentes approches de l'autisme et la deuxième portera sur les recherches contemporaines sur la génétique. Et pour conclure, je vous ferai part de mon expérience personnelle. Commençons sans plus tarder. L'histoire de l'autisme est à la fois très ancienne et très jeune. Depuis l'aube de l'humanité, les autistes partagent le quotidien des neurotypiques. Si le mot peut faire un peu peur, il ne fait que désigner monsieur ou madame tout le monde. Précisons cela dit que chaque personne autiste ou non est différente. Mais disons simplement que les autistes partagent un certain nombre de caractéristiques communes qui permettent de les classer dans la grande famille des autismes, comme l'ont établi plusieurs neurologues et psychiatres éminents pour souligner la grande diversité des profils de personnes atteintes du trouble du spectre autistique ou TCA. L'histoire de l'autisme est donc très ancienne, car les autistes ont toujours partagé le quotidien des neurotypiques, et ce, partout sur la planète. Mais elle est aussi très jeune si l'on se réfère à l'histoire scientifique. Effectivement, les recherches sur l'autisme ne sont apparues que très récemment dans l'histoire de l'humanité. Voici brièvement quelques-uns des événements majeurs de cette histoire. Premièrement, le mot autisme a été inventé au début du XXe siècle par le psychiatre suisse Eugène Bleuer. Il s'est inspiré du mot grec autos, qui veut dire soi-même, pour mettre en exergue le repli sur soi-même de personnes schizophréniques. Les pratiques ultérieures permettront bien sûr de préciser le terme, cela se fera progressivement au cours des siècles grâce à des travaux de différents scientifiques. Citons par exemple Hans Asperger, dont le nom vous dit sûrement quelque chose, ou Lorna Wing, à qui on doit l'idée du spectre de l'autisme, et enfin Thomas Bourgeron, dont les recherches touchent plus précisément au rôle de la génétique dans l'apparition des autismes. Disons-le tout de suite, la génétique n'explique pas tout. Selon Thomas Bourgeron, il n'y a pas de gène de l'autisme à proprement parler. Cependant, la génétique permet en effet dans certains cas de comprendre l'apparition de certains autismes.
Les gènes étudiés par Thomas Bourgeron sont donc les gènes qui codent pour des protéines des cellules gliales, donc qui représentent environ la moitié des cellules qui composent notre cerveau et qui sont impliquées dans la neurotransmission et dans la production de synapses. Les synapses sont le point de rencontre entre les neurones et donc permettent la communication entre le neurone et le cerveau. Les recherches ont montré que certaines mutations de gènes pour ces protéines se produisaient souvent chez les personnes autistes. Bien que cela ne soit pas la seule chose qui explique cela, le chromosome X serait particulièrement concerné. En effet, une personne qui possède 2 chromosomes X, avec la présence d'un gène non muté dans le deuxième chromosome, peut compenser la mutation, mais pas toujours. C'est pour ça que la majorité des autistes sont des garçons. Il y a 4 fois plus de garçons qui sont atteints d'autisme que de filles. Par ailleurs, si l'hérédité est en effet un facteur important, cela n'explique pas tout. Vous ignorez peut-être que les cellules de notre corps se divisent, et donc ça s'appelle la mitose, et ça peut permettre d'évoluer du coup les gènes de l'autisme, mais certaines mutations apparaissent après la naissance. On dit que ces mutations sont de novo, et les études en fait tendent à montrer que ces mutations de novo sont des pistes sérieuses dans l'apparition de l'autisme. Donc l'autisme se produit dans différentes circonstances et de différentes manières. Ça devient donc un problème complexe, et on a donc instinctivement pensé que toutes ces origines l'étaient aussi. Ainsi, le consensus scientifique a longtemps voulu que plusieurs gènes différents expliquent l'autisme. Ne nous parlons ici que de recherches sérieuses, il y a eu bien sûr un tas de bêtises qui ont été racontées à ce sujet. L'originalité du travail de l'équipe de Thomas Bergeron est qu'elle est concentrée sur un certain gène qui s'appelle le gène SHANK3, qui est situé sur le chromosome 22 et qui pourrait être impliqué dans la transmission synaptique et donc pourrait peut-être expliquer l'autisme. Les recherches de cette équipe sont très prometteuses et promettent des avancées intéressantes. Maintenant, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je suis autiste. J'ai toujours vu le monde avec des yeux différents. Disons que pour la majorité des personnes, c'est difficile à dire. La plupart des gens ne me comprennent pas et ne comprennent pas qu'il y a différentes façons d'être intelligent. Parfois, je peux me comporter comme un enfant, mais ça ne veut pas forcément dire que je suis un enfant et que je pense comme un enfant. Je suis probablement en décalage horaire par rapport à vous. Je dirais que je suis dans un fuseau que seul moi comprends, mais pourtant je comprends votre fuseau horaire. Le problème de l'autisme reste cependant le rejet. Le plus évident, ça va être le rejet de la société, mais il y a des formes de rejet qui sont beaucoup plus subtiles. Et ça peut être par exemple les gens que j'aime qui la plupart du temps font comme si je n'étais pas autiste alors que je le suis. Je suis fière d'être autiste et je suis pour l'inclusion des autistes dans la société et non pas leur transformation en pseudo-neurotypiques. Je suis sûre que si les autistes faisaient partie intégrante de la société, ils lui apporteraient quelque chose de très important, à savoir un petit quelque chose d'extraordinaire. Le problème est que la société se dit inclusive, mais malheureusement elle est extrêmement exclusive. Je suis sans doute le premier autiste avec un profil comme le mien à passer le bac en France. Je suis également peut-être le premier autiste avec un tel profil à pouvoir témoigner devant vous et devant un jury d'examinateurs. J'aimerais que nous puissions en discuter, si vous me le permettrez bien. Merci beaucoup, Angel Veravogi. Oui, bien sûr. Donc, Angèle a composé ce texte à l'occasion de son grand oral. Le grand oral, c'est 2 parties, c'est une présentation et puis ensuite c'est un échange avec les examinateurs. Et dans la partie échange, Angèle a pu échanger grâce à Hugo et les examinateurs lui ont mis la note de 20 sur 20 à ce grand oral. Et il y a la note, mais alors moi j'étais pas là quand les examinateurs sont sortis de la salle, c'est Thomas Portenoy qui a discuté et échangé avec eux, mais je crois que ça a été un moment d'émotion extrêmement fort que je vous laisse imaginer. Et on voulait aussi avoir le témoignage, donc il y a ces professeurs qui ont entendu Angèle, mais il y a tous les professeurs qui l'ont accompagné tout au long de sa scolarité à l'école alsacienne. Et donc je vais laisser la parole à Marine Naoret et puis aussi à Gwendoline Dard. Gwendoline, venez avec nous. 2 professeurs qui ont accompagné Angèle à des moments différents et Angèle souhaitait avoir leur témoignage ce soir. Je vous laisse la parole.
bonsoir à toutes et à tous, Angèle. Je m'appelle Marine Naouré, je suis professeure d'anglais à l'école alsacienne depuis maintenant quelques années. Une de mes premières classes en tant que professeure dans notre établissement était une classe de 5e. Comme tout autre professeur, je m'apprêtais à aider mes élèves, à les aider à acquérir les compétences nécessaires pour analyser des textes, se concentrer sur des tâches parfois difficiles, développer une pensée créative, communiquer et travailler en groupe. Et cela me semblait évident. Pourtant, la réunion de pré-rentrée me fit comprendre que notre mission ne se limitait pas qu'à cela et que les élèves à besoins spécifiques allaient demander beaucoup d'énergie et d'initiative. Et je ne savais pas comment faire. La première rencontre avec mes élèves de 5e 3 restera à jamais gravée dans ma mémoire, et en particulier un jeune garçon, très grand, qui était accompagné de son AESH. À l'appel de son nom, il ne répondit pas rien. Juste un regard. Mais quel regard! Angèle n'avait pas besoin de parler pour se faire comprendre. Il a été mon élève pendant 2 années, en 5e puis en 4e. J'ai été épaulée par sa famille, son AESH, ses camarades de classe et plus important encore, par Angèle lui-même. Nous communiquions par ordinateur interposé et par des oui et des non. Vous me direz qu'un cours de langue doit inclure une part d'oralité. Comment faire avec un élève non-verbal? La complicité de tous les jours partagée avec Angèle nous a permis de le faire. Angèle écrivait un texte et me le donnait, puis il se mettait derrière moi en posant ses mains sur mes épaules, et je n'avais plus qu'à lui prêter ma voix pour qu'il se fasse entendre. Les souvenirs avec Angèle sont nombreux, mais l'un des plus beaux est celui de la participation de la classe d'Angèle à l'enfouissement de la capsule temporelle à l'école. Dans la capsule, Angèle avait glissé le mot suivant. Je m'appelle Angèle, je suis à l'école alsacienne depuis 2 ans. Je suis autiste mais pas bête. J'ai un AESH qui m'aide à taper mes cours. Je ne parle pas, mais mes camarades m'aident beaucoup. J'aime beaucoup l'anglais, j'ai des origines américaines. J'adore aussi ma prof d'anglais, Madame Naouré, qui est gentille et me comprend bien. Dans la classe, tout le monde est très gentil, c'est une bonne classe. Les journées à l'école se passent avec quelques récréations, mais pas assez. Il devrait y en avoir entre chaque cours. Je ne sais pas comment sera le futur. Peut-être même qu'il n'y aura plus de gens comme moi. Ils auront peut-être trouvé un implant pour nous réparer. Mais la différence est une richesse. Je ne suis pas sûre de vouloir être complètement réparée. J'espère que dans 56 ans, la vie sera encore plus belle pour vous et moi, une vie sans guerre et en prenant soin de la terre. Depuis, Angèle a bien grandi, au sens propre comme figuré, et il nous a prouvé à tous que si nous voulons nous battre pour l'inclusion scolaire, cela en vaut la peine. Ce combat est le nôtre, le vôtre, et je suis très reconnaissante envers notre belle école pour son implication, son soutien pour défendre cette cause. Je ne pourrai jamais assez remercier Angèle de m'avoir tant appris. Alors merci mon grand, je suis fière de toi et je ne doute pas que ton avenir sera à la hauteur de tes ambitions. Si vous voulez dire quelque chose, dites-le, mais sinon il faut laisser la parole à Wette Linda. Oui, d'accord? Ça va? Bah dites-le dans le micro que ça va. Non? Allez, vous laissez Madame Dard et ensuite on vous donne la parole, Angèle. Ça marche. Merci Angèle. Alors, moi j'ai été prévenue un peu tard que je prendrais la parole. Je suis Gwendoline Dard, professeure de mathématiques. J'enseigne 1 heure en terminale, enfin notamment 1 heure de soutien, de remédiation le vendredi, de 13h à 14h, et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Angèle. Alors, j'aurais aimé avoir l'aisance d'un fils de l'un d'entre vous, qui, quand j'ai demandé à ma classe d'évaluer la manière de travailler il y a quelques années en terminale, a écrit un sonnet en quelques minutes, un sonnet en alexandrin. Bon, ça ne sera pas mon cas. Je peux vous donner 3 adjectifs pour qualifier un peu ce que j'ai ressenti en étant témoin, en étant la professeure d'Angèle pendant 1 an. 1 an, 1 heure par semaine. Le premier, c'est le fait que j'étais surprise. Le deuxième, c'est le fait d'être admirative.
Et le troisième, c'est le fait d'être bousculé. Alors, surprise, peut-être parce qu'il l'a très bien dit tout à l'heure, lors de son grand oral, par ce décalage horaire. Voilà. Vous êtes témoin aussi, voilà, en tant que professeur, un élève qui se déplace, qui écoute de la musique en cours, qui peut effectivement nous toucher. Au début, ça m'a surprise, ça m'a un peu désarçonné. Ensuite, parmi ces déplacements, Angel, il allait parfois prendre une part d'un sandwich ou d'une boisson d'un autre élève. Alors Hugo intervenait en disant « Non, non, Angel, ne le faites pas, vous vous rappelez Angel ?» Et puis moi, j'interrogeais l'élève en disant « Mais vous n'êtes pas trop gêné ?» Et l'élève, pas du tout gêné, il trouvait ça tout à fait naturel. Il était ravi de partager son déjeuner. Et surtout, il me disait que ça faisait très longtemps qu'il était ami avec Angel. Il connaissait Angel beaucoup mieux que moi. Et donc j'étais admirative de ces liens d'amitié qu'Angel a pu nouer. Et vraiment, j'étais témoin de cela, de son intégration dans la classe et de ce qu'il permettait d'avoir comme ambiance. Admirative aussi de voir qu'il était en terminale, et donc il avait tout fait jusqu'en première, et notamment en mathématiques, où c'est pas si facile de communiquer, voilà. Surtout qu'il n'écrit pas. Moi, quand mes élèves, que je pose un problème et qu'ils commencent à sortir une feuille et un crayon, déjà je les félicite, parce que déjà ils ont les bons réflexes d'écrire les données. Et Angel, il a dans sa tête, quoi, donc c'est vraiment très impressionnant. Le troisième qualificatif que je voulais employer, c'était le fait d'être bousculé. J'étais professeur et il venait à ces heures-là, c'est celui qui a été le plus régulier, parce que lui s'était inscrit dans son emploi du temps, les autres ils venaient comme ils voulaient, il a bien vu que je ne faisais pas l'appel, donc il aurait pu ne pas être fidèle, il a été fidèle. Il me posait de temps en temps une question par l'intermédiaire d'Hugo, mais la plupart du temps il ne m'en posait pas. Et quand il m'en posait, je ne sais pas si ma réponse lui convenait. Et pourtant, il est venu, et moi j'étais un peu bousculée, parce que je me disais, cet élève vient, c'est en fin de semaine, il est fatigué, et peut-être que je lui apporte rien du tout, quoi. Il repart de 7 heures, il a perdu son temps, voilà. Et voilà, on a fait confiance l'un à l'autre, on s'est fait confiance, et il se trouve que du coup, on a pu ensuite préparer le bac, après avoir compris un peu ce que nous permettait le ministère. En fait, ce que j'avais le droit de faire, c'était de reformuler les questions pour lui. Et donc, par exemple, pour vous donner un exemple précis, quand il y avait une démonstration à faire, je pouvais écrire, par exemple, 8 points de la démonstration qui étaient dans un ordre aléatoire, et avec Hugo, il replaçait les choses dans l'ordre, où je pouvais transformer certains exercices en QCM avec de multiples réponses, et lui, il faisait il n'y avait pas beaucoup de détails dans mes réponses, et donc il devait effectivement réfléchir et produire un résultat qui est quand même, somme toute, très correct, parce que la géométrie, on n'a pas pu la faire. Enfin, j'ai pas eu assez d'idées pour l'aider là-dessus. Donc voilà, moi je remercie Angel, je vous remercie, parce que vous êtes vraiment le genre d'élève pour lesquels je fais ce métier, qui rend vivant ce métier-là, et sans vous, je m'ennuierais très certainement. Voilà. Bon, je peux changer de métier. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous pour vos témoignages. Ce que vient de dire Gwendoline Dard, vous l'imaginez bien, c'est tout l'investissement qu'on attend aussi d'un professeur pour adapter des enseignements à chaque élève. Et là, dans ce cas précis, adapter des exercices de mathématiques de niveau terminal pour un élève non verbal, c'est particulièrement compliqué. Et donc, ce qu'on peut faire ici, c'est-à-dire donner aussi du temps, on a donné du temps à Gwendoline Dard qui a pu préparer Angèle juste avant son baccalauréat, on sent bien que ce n'est pas possible dans tous les établissements scolaires, et ça aussi c'est une grande chance que nous avons ici. Alors après les témoignages, le témoignage d'Angèle, le témoignage de ses professeurs, je voulais qu'on entende le témoignage d'une de ses amies qui était dans sa promotion l'année dernière en terminale. Gwendoline, restez. Oui. Ah, oui, non, mais on voit, je pense qu'on voit. Elle ne peut pas être ici ce soir parce qu'elle fait ses études à l'étranger, mais elle tenait absolument à témoigner, donc elle a enregistré une courte vidéo. Mon amitié avec Angel, c'est d'abord une rencontre lors d'un échange en 4e à San Francisco, où j'ai sympathisé avec Inès, la VS d'Angel avant Hugo, et avec Angel, et j'ai passé beaucoup de temps avec eux pendant ce voyage, et c'est là où on s'est rencontrés et où on a vraiment sympathisé. Et puis, c'est des retrouvailles en seconde, quand on s'est retrouvés dans la même classe, et à partir de ce moment-là, on ne s'est plus quittés, puisqu'on a passé tout notre lycée dans la même classe. Si je devais vous parler d'une seule chose, je vous parlerais de tous ces projets qu'on a pu accomplir et qui ont évolué avec le temps, que ce soit des TP de SVT ou de physique, mais aussi toutes ces exposés, où on a toujours trouvé un moyen de s'adapter et Angel avait toujours une solution à proposer.
Que ce soit en seconde, au début, juste des textes qu'il écrivait et que nous, on lisait à l'oral, et puis jusqu'à l'année dernière, en terminale, où Angel disait ses propres textes à l'oral avec l'aide d'Hugo. Mais c'est aussi tous ces moments passés à l'extérieur du temps scolaire et qui montrent bien que cette amitié, elle s'arrête pas juste aux portes de l'école. C'est vraiment une amitié bien plus importante que ça. Pour moi, Angel, c'est ces amis qui sont si importants qu'on ne veut pas perdre de vue et qu'on sait qu'on ne perdra pas de vue. C'est ces gens qu'on veut voir évoluer et avec qui on veut grandir. Donc voilà, le témoignage d'Ambre, une élève qui était en terminale l'année dernière. Je précise que cette année, Angel poursuit bien évidemment ses études. Il est en licence de biologie à l'université Paris-Cité. Pour terminer ce petit point sur, enfin ce grand moment sur la question de l'inclusion, et avant de vous laisser la parole, je voudrais demander donc à nos deux professeurs référentes, Audrey Vellemin, Catherine Pellerin, et à notre AESH, à l'un des AESH de l'École alsacienne dont on a parlé tout à l'heure, de nous rejoindre pour donner peut-être, je vais prendre ce micro. Gabriel Faye, venez avec nous, et je vais vous laisser peut-être dire juste un mot, Catherine et Audrey, je ne sais pas si, voilà, on va faire comme ça marche, de votre mission de professeur référente. Gabriel Faye, je vais vous laisser dire un petit mot aussi de la façon dont vous accompagnez les élèves depuis de très nombreuses années à l'école alsacienne. Voilà, je vous laisse la parole, et puis ensuite on laissera la parole, enfin on dialoguera avec la salle. D'abord, je suis très émue en fait d'être là parmi vous et de voir que nos petites actions au quotidien pour aider ces élèves à grandir, à être élèves, à être pleinement heureux à l'école, ben voilà, ça porte ses fruits et c'est pour ça qu'on est là. Donc moi, je suis déjà enseignante en maternelle, je suis professeure des écoles et j'ai une double casquette comme Catherine. On est professeure référente inclusion scolaire. Et on fait ce travail pour aider, j'ai envie de dire, tous nos élèves à réussir, à se dépasser, à prendre plaisir à venir à l'école et prendre plaisir à être élève avec d'autres et de s'épanouir pleinement dans leur spécificité. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de petits trucs, c'est juste du dialogue avec les enseignants qui en ont besoin. On va rencontrer l'une ou l'autre, petit collège ou grand collège, et on va essayer de trouver des stratégies, des astuces, des petits trucs, des outils pour aider chacun, en tout cas ceux qui en ont besoin, à contourner des petits obstacles ou des grands obstacles. Et finalement, il y a une chose que je trouve fabuleuse, c'est d'abord le regard des élèves entre eux est toujours extrêmement bienveillant. Et ça nous fait beaucoup grandir de voir ces élèves avec autant de gentillesse et de bienveillance naturelle. Et je trouve que c'est magnifique de voir à quel point c'est indispensable pour les autres élèves, ces petites aides, ça leur change également la vie. Donc grâce à l'inclusion scolaire, en fait, ça permet de faire grandir tout le monde, et eux, et surtout nous. Voilà. Donc moi, je suis ravie de faire d'avoir cette double casquette. Après, on fait ce qu'on peut, on a été formés, on continue à se former. En tout cas, c'est un grand plaisir, en tout cas. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc je suis Catherine Pellerin, je suis l'autre référente inclusion de l'école alsacienne et moi je suis à l'origine professeure d'anglais et toujours professeure d'anglais à temps plein, mais missionnée plus spécifiquement sur ces missions d'inclusion scolaire. Alors comme Audrey et comme beaucoup d'entre vous ce soir, je pense que c'est très, très émouvant de prendre la parole après tous les témoignages qu'on a pu entendre ce soir. Effectivement, ces enjeux liés à l'inclusion scolaire nous bousculent au quotidien, comme le disait Gwendoline Dard tout à l'heure. C'est difficile, hein, quotidiennement, il faut être réaliste. Mais ce qui est formidable, c'est que je pense que ce sont des enjeux qui nous obligent en tant qu'enseignants à nous poser les bonnes questions. On est obligé de s'interroger sur le véritable objectif que l'on met derrière chacune des tâches et
de vraiment essayer de rendre les choses les plus explicites possibles. Et ce travail-là, qui est bien sûr indispensable pour les élèves à besoins particuliers, il rejaillit sur il a des bénéfices pour l'ensemble du groupe. Et ça, je trouve que c'est vraiment la grande force de la question de l'inclusion scolaire. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on a des élèves qui ne pourraient pas être intégrés en milieu scolaire ordinaire sans ces aménagements, mais réfléchir à la mise en œuvre de ces aménagements, réfléchir à la façon de présenter notre cours, à la façon d'appréhender les spécificités de chacun, c'est bénéfique pour tous. Et c'est ce qui nous amène aussi à la conclusion qu'en fait, tous nos élèves sont des élèves à besoins particuliers. Et ça, je trouve que c'est quand même une grande richesse de ces enjeux, qui justifie pleinement l'investissement que peuvent demander ces questions. Et l'autre aspect, donc, au-delà effectivement du travail lourd que ça représente, parce que c'est vraiment un gros travail de la part des équipes de l'école, c'est formidable parce que ça nous permet aussi chacun d'être moins seul. Le métier d'enseignant peut être un métier où on peut être seul dans sa classe, et quand on est seul dans sa classe, ça ne marche pas très bien en général. Et quand on travaille autour des élèves à besoins particuliers, on est obligé de faire corps, on est obligé de mettre en commun, on est obligé de réfléchir à plusieurs cerveaux, parce qu'on n'a jamais les solutions seules. Et ça, je trouve que c'est formidable, parce que moi j'aime bien travailler en équipe, et j'adore l'idée de travailler avec les familles des élèves, avec les AESH, avec le service médical de l'école, les psychologues et tous les collègues. Donc ça, je pense que vraiment c'est très fédérateur au niveau des équipes. C'est pas facile, mais c'est très fédérateur, et ça nous, encore une fois, ça nous aide à nous poser les bonnes questions. Et je pense que vous pouvez tous ressentir la joie que représente pour nous la réussite d'Angèle. C'est une victoire, c'est magnifique, c'est amplement mérité, et on a encore plein d'élèves derrière nous qui ont des défis à porter comme ça, et qu'on espère accompagner au mieux aussi grâce à vous. Voilà, je vous remercie. Alors, moi c'est Gabriel Faye, je suis AESH à l'école alsacienne. Ça fait 6 ans que je travaille avec l'école alsacienne, et depuis cette année j'ai eu un contrat voilà, avec cette école, un CDI, comme M. Parent l'a expliqué tout à l'heure. Avec le rectorat, on était vraiment en situation de précarité, et voilà, avec ce contrat que j'ai eu cette année grâce aux dons, grâce à l'école alsacienne, donc ça change quand même la vie. Donc, je tenais à remercier l'école pour ce geste. Alors, je suis AESH depuis 10 ans. Donc, j'accompagne des enfants en situation de handicap depuis 10 ans. Et pour moi, c'est une expérience formidable parce que, venant du Sénégal, moi, je ne connaissais pas du tout le handicap comme ici. Et dès que j'ai eu vent de cette situation d'élèves, je me suis dit, ça m'a beaucoup intéressé, et je me suis penché sur la question et j'ai commencé à accompagner des élèves qui étaient différents des autres. Donc pour l'école alsacienne, moi ce que je peux dire c'est que ici, cette école est quand même particulière parce que j'ai fait pas mal d'autres établissements avant d'arriver ici, et ce qui est particulier, c'est d'abord la bienveillance des enseignants. Parce que c'est pas évident quand on est adulte et qu'on est dans une classe où il y a déjà un adulte qui est référent et qui veut avoir un autre adulte à côté de lui, ça peut être compliqué, et voilà, les relations peuvent être très compliquées. Moi, à l'école alsacienne, vraiment, depuis que je suis là, voilà, j'ai vu la différence entre la bienveillance des professeurs, et surtout ce qui m'a impressionné, c'est la bienveillance des élèves aussi. Les élèves, entre eux, je ne sais pas comment ils sont formés à ça, mais vraiment la différence, ils sont extrêmement gentils avec les autres camarades de la classe qui sont différents en fait. Et ils sont toujours à l'écoute, ils ont envie d'aider, et des fois même, moi, je leur laisse la place pour qu'ils puissent, entre élèves, s'entraider. Donc voilà, et
Mon travail est quand même plus ou moins utile, hein, j'imagine, parce que c'est la satisfaction personnelle déjà d'aider un enfant en situation de handicap qui voilà, a besoin et qu'on voit réussir petit à petit et avancer et progresser et gagner en autonomie. Et ça aussi c'est important, mais aussi pour les professeurs, voilà, leur quand même libérer certaines tâches, parce que c'est compliqué pour un professeur de gérer 30 élèves, et en plus si on a un autre élève qui est difficile, qui est différent des autres, voilà, ça peut être très compliqué. Donc voilà, donc on est là pour soulager les profs, on est là aussi pour aider les élèves qui tendent vers l'autonomie, et voilà, c'est ça qui fait notre satisfaction personnelle. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. Alors voilà, écoutez, merci beaucoup pour tous ces témoignages. On vous laisse la parole pour poser des questions. Voilà, le micro est ouvert, en m'apportant un micro. N'hésitez pas, posez toutes les questions que vous souhaitez. Bonsoir, moi j'ai une question pour Angel. Enfin, j'étais à l'école alsacienne il y a 5 ans et je me souviens qu'on avait parlé de la capsule temporelle quand j'étais en terminale avec Madame Naouré. Et ma question c'était quel est ton endroit préféré dans l'école, ton bâtiment préféré dans l'école? Merci. Ça commence par j'aime bien. Sinon, vous pouvez le dire. J'aime bien l'Agora et. Les salles de classe. On va savoir qu'Angel n'a pas du tout besoin de regarder le clavier. Oui, oui. Hugo, prenez le micro. On va redonner. Angèle, redonnez le micro. On va redonner le micro à Hugo, ok? Pour que tout le monde l'entende bien. Pour que Hugo puisse être entendu. Sérieux quand même, dans un événement officiel. Donc, oui, ça va. On refera ça, on fera un karaoké, ça va. Il aime l'Agora et les salles de classe. Et c'est vrai qu'Angel se trouvait très bien dans les salles de classe. La récréation, c'était pas forcément à l'Agora, ça pouvait être dans la classe. On pouvait arriver avant, enfin, il y avait un certain confort. Alors pour toi, du coup, Angel, si... Il disait pourtant qu'il voulait une récréation. Oui, en cinquième. Mais alors voilà, mais la récréation peut très bien être dans la classe. N'importe où. Voilà, c'est ça. En fait, si tu me permets, Angel, de parler pour toi, j'ai l'impression que tu étais bien à l'école en général. Après, je peux peut-être me tromper, si tu veux me corriger, j'aimerais bien. Toi, tu dis ça. Et donc l'Agora, c'est un lieu de vie pour les élèves de première et de terminale. C'est une très grande salle où les élèves de première et de terminale peuvent se retrouver. Il faut peut-être juste rappeler ce que c'était que la capsule temporelle. Oui, pendant Angèle prépare sa réponse suivante. Cette année, vous savez, c'est l'année du 150e anniversaire de l'école, mais on a pensé qu'il fallait préparer aussi le 200e anniversaire de l'école. Donc la capsule temporelle, ce sont deux bidons étanches où l'on a demandé aux élèves, aux professeurs, aux membres de l'équipe de l'école de mettre un objet caractéristique de leur vie à l'école. Et c'était il y a donc 5 ans. Et on l'a enterré avec une plaque. Et donc, en juin 2074, sera procédé à l'ouverture de la capsule temporelle de l'école. Alors, Hugo, je crois qu'il y avait la réponse d'Angèle. Alors, c'était un peu
Ça, c'était j'ai le trac en public, mais j'aime bien le micro. Je pense que pour... Vous vous débrouillez parfaitement, Angel. C'est parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, hein, n'hésitez pas, des questions à tous nos intervenants. Angèle, j'ai une question. Au bout de à partir de quand vous avez appris à taper sur ce clavier ça nous impressionne beaucoup, il faut le dire, parce que les touches ont l'air très petites. Et quel temps cet apprentissage ça a pris, tout simplement? Alors, depuis que je suis tout petit, mes souvenirs remontent. Et si tu veux... Mes souvenirs remontent à l'enfance. En fait, comme c'est filmé, je crois que c'est vraiment important que vous parliez dans le micro, Hugo. Alors, Angel nous dit, depuis que je suis tout petit, en fait, aussi loin que remontent mes souvenirs, je me suis adapté au format des médias qui me permettent de communiquer. Est-ce qu'il faut dire que Angel utilise des claviers d'ordinateur, utilise ses claviers imprimés, tout un tas d'outils qui lui permettent de communiquer? Oui, une simple question. Combien de temps a duré l'épreuve du baccalauréat dont vous nous avez lu le résultat, si je puis dire? Vous voulez répondre, Angel? Vous vous rappelez? J'ai dû le préparer en quelques 20 minutes. J'ai eu un côté. Oui, 5 minutes pour le lire. Et puis après... Hugo, vous pouvez compléter. Vous voulez compléter ou... C'était à peu près ça, on avait une vingtaine de minutes de préparation, 5 minutes pour le lire, si mes souvenirs sont bons. Et après un échange qui a duré, alors ça je ne sais plus précisément combien de temps ça avait duré. Il a duré, oui, 30 minutes. Ouais, c'était un échange, qualitativement c'était un moment intéressant. Donc le temps était un peu fou à ce moment-là. En fait, pour être précis, c'est une épreuve qui dure normalement 20 minutes à l'oral, 20 minutes de préparation, 20 minutes de passation. Et Angel a obtenu une adaptation lui permettant d'avoir un temps doublé pour la passation. Donc il a pu bénéficier de 40 minutes, ce qui lui permettait à la fois, donc ce qui permettait à Hugo de lire l'exposé d'Angel pendant 5-10 minutes, et ensuite ce qui permettait au jury d'avoir 30 minutes d'échange avec Angel, ce qui est donc 15 minutes de plus que ce qui est prévu habituellement pour les élèves qui s'expriment verbalement. Et pour avoir été dans la salle au début de l'oral et à la fin de l'oral, je peux vous confirmer que les échanges ont été extrêmement riches et que les examinateurs du baccalauréat étaient absolument bouleversés de la qualité de ces échanges et de la richesse des propos d'Angel. Et on peut préciser aussi que ce temps supplémentaire
il est aussi indispensable parce qu'on voit qu'Angèle peut être stressée dans certaines situations. Là, ce soir, il est stressé, je peux dire ça, hein, Nina, vous confirmez. Et donc, voilà, il y a des manifestations de ce stress particulières. Dans un cours ordinaire, Angèle peut être beaucoup plus tranquille et apaisée, mais lors du baccalauréat, c'était important qu'il y ait ce temps supplémentaire, notamment lors des épreuves écrites, pour qu'il dépasse ce moment d'inquiétude, s'apaise et se mette à rédiger, à répondre à la dissertation de philosophie, par exemple. Il a eu aussi 20 sur 20 en philosophie. Mais là encore, ça pourrait nécessiter d'autres récits sur comment s'est déroulée cette épreuve et comment, à partir d'un début et des premières heures même, où c'était vraiment très difficile à cause du stress, vous pourriez raconter ça très bien, petit à petit il s'est calmé et s'est mis à rédiger la dissertation qu'on attendait de lui. Oui, et ça a été assez difficile, notamment pour le baccalauréat, parce que le service interacadémique des examens et concours n'a pas voulu, dans un premier temps, appliquer la durée que le médecin avait recommandée, alors que c'était parfaitement légal. Et j'ai dû faire intervenir le recteur de Paris pour que Angèle ait le temps nécessaire en première pour son oral de français. C'est vous dire qu'il y a encore énormément de choses à faire, et que même si les textes existent, les blocages sont absolument partout. Il faut vraiment une volonté commune pour arriver à ce que des élèves comme Angèle puissent exprimer leur talent scolaire. Alors peut-être une dernière question, parce qu'ensuite on a deux dernières questions et on passera à la suite. Très rapidement, j'en ai deux, mais très courtes. Une à Hugo. En combien de temps vous avez réussi à traduire la pensée si rapide d'Angèle avec ce matériel qui est absolument bluffant? Ça a pris du temps. C'est un processus, c'est d'abord une rencontre. Comme c'était déterminant dès les premiers instants que ça passe ou ça casse. Il m'a accepté. À partir de là, on a commencé une relation qu'il a fallu nourrir, pour que on accepte, Angèle déjà accepte de faire. C'est pas. Je me mets un peu si à sa place, je te dis tiens, allez, dis-moi ce que tu penses. C'est pas facile d'accepter d'une part de faire ça, et puis c'est complexe. Je suis toujours fasciné moi, par la complexité du cerveau, de la pensée. Parfois, un peu automatiquement, on est réducteur. Avec Angèle, il a fallu apprendre à ne pas l'être, puis à être en même temps, ne pas être trop, c'est être ouvert à la relation, voilà, à l'échange, et c'est en passant du temps ensemble, et puis en insistant. C'est un travail permanent, quotidien, on se voit au quotidien, c'est pour ça qu'en l'occurrence, pour nous, il lui fallait du temps, non pas pour seulement s'exercer, mais créer et nourrir une relation. Je ne sais pas si je m'éclaire. Merci, ça répond tout à fait à la question. Et la question pour Angèle, c'est est-ce que tu sais, Angèle, ce que tu veux faire plus tard? Tu as eu plein de projets jusqu'à maintenant. Quel est ton désir le plus fort? Non. Sauf si je voulais le dire. Non, mais sérieusement. Angèle. La priorité, pour moi, est d'aider les personnes différentes et je suis prêt et déterminé à le faire.
tous les moyens qui sont à ma portée. Beaucoup. On va terminer cette première partie. Donc, merci à tous les intervenants. Merci beaucoup, Angèle, pour ce témoignage. Je pense que vous comprenez pourquoi on souhaitait ce soir vous faire partager cette expérience extraordinaire aux côtés d'Angèle pendant toutes ces années de collège et de lycée. Ça nous semblait extrêmement important. On a pris un peu plus de temps que prévu, donc on va être plus rapide sur les sujets qui restent. Je vais poser ça là. Alors, voilà. Donc, le mécénat permet de favoriser l'inclusion scolaire à l'intérieur de l'école alsacienne, mais il permet aussi de mettre en œuvre d'autres actions. On dit un mot rapide des actions éco-responsables et de l'ouverture artistique. Sur les actions éco-responsables, vous savez qu'il y a quelques années, nous avions, grâce à vos dons, créé un mur végétal au sein de l'école alsacienne. Nous avons poursuivi cette action, puisqu'il y a désormais au même endroit, qui est la cour de la terrasse de ce bâtiment, un potager qui a été construit par les élèves l'année dernière. Ils ont construit les bacs, ils ont apporté la terre, ils ont planté, ils ont récolté. Le potager était extraordinaire cet été. Vous savez, jusqu'à présent, il y avait un potager pour l'école primaire, il n'y en avait pas pour le collège et le lycée. Donc désormais, il y a un potager qui a des vertus pédagogiques, bien évidemment, et puis des vertus de sensibilisation aux questions éco-responsables. Et cette année, le projet, c'est de continuer à exploiter le potager, mais c'est aussi de créer une cabane autonome en énergie. Donc les élèves, et notamment des élèves de terminale, mais aussi des élèves de 5e, sont en train de réfléchir à la façon dont cette cabane sera isolée, dont elle pourra avoir de l'eau, avoir des ressources en énergie. Et une fois qu'elle sera réalisée, elle est encore à l'état de plan, mais les élèves ont bien avancé. Une fois qu'elle sera réalisée, elle constituera au sein de l'école un lieu symbolique de sensibilisation aux questions fondamentales d'éco-responsabilité. Donc vous voyez qu'un projet qui a été rendu possible grâce aux actions de mécénat se poursuit et se continue à l'école alsacienne. Sur les actions d'ouverture artistique. Oui, deux éléments. Vous savez que le mécénat, c'est aussi le moyen pour tous les élèves de pouvoir côtoyer des œuvres d'art et des artistes. Alors, la villa alsacienne, elle n'est pas encore lancée parce que nous avons eu des retards du fait de la nécessité de construire un lieu pour que l'artiste en résidence puisse créer. Désormais, grâce à Madame Royali, c'est fait, donc on va lancer le dispositif, mais toucher toutes les personnes intéressées, c'est complexe, donc on y travaille. Et puis l'autre élément, lors du dîner de bienfaisance, il y avait la possibilité de gagner un lot qui était d'avoir son nom sous le banc de Pablo Reynoso, ou plutôt sous son extension. Alors désormais, l'extension est conçue et cela donnera ça quand ce banc sera fait. L'objectif, c'est de pouvoir l'inaugurer pour les 150 ans de l'école et pour quiconque est venu à l'école alors que les élèves y sont, c'est vraiment un plaisir de les voir s'ébattre sur une œuvre de cette nature et de cette ampleur. Donc vous avez en primeur l'extension du banc de Pablo Reynoso. Et nous passons maintenant à l'ouverture sociale, thème avec lequel nous allons clore
présentation. Donc, on va être rapide sur cette thématique qui a fait l'objet de précédentes réunions. Vous savez que nous croyons fortement dans le fait que la diversité sociale au sein de notre établissement, là aussi, est une richesse absolument fondamentale. Et grâce à vos dons, nous avons pu augmenter le nombre d'élèves qui bénéficient d'une bourse, c'est-à-dire d'une scolarité soit totalement prise en charge, soit partiellement prise en charge au sein de l'école alsacienne. Vous voyez que depuis l'année 2015-2016 jusqu'à aujourd'hui, nous avons fortement augmenté le pourcentage d'élèves boursiers et que nous gardons cet objectif d'atteindre 20% des élèves scolarisés à l'école alsacienne qui bénéficieront d'une bourse. On voit ici en pourcentage l'augmentation sur ces dernières années. Ça a des conséquences très importantes dans nos recrutements chaque année. À la rentrée 2023-2024, en septembre, 23% des nouveaux élèves sont des élèves qui bénéficient soit d'une gratuité totale des frais de scolarité, soit d'une prise en charge partielle de ces frais de scolarité. Et le point central qui a été rendu possible grâce au mécénat, ce sont les partenariats Charcot qui font partie de l'ouverture sociale, c'est-à-dire ces liens très étroits que nous avons créés avec tout d'abord un établissement. Au départ, c'était un établissement un collège situé à Tremblay en France, le collège Ronsard. Historiquement, c'est avec lui que nous avons construit ce partenariat. Et nous avons étendu ces partenariats puisque désormais, il y a 5 établissements, 3 collèges, 2 écoles primaires. 4 de ces établissements sont situés en REP, donc en zone, c'est réseau d'éducation prioritaire, merci beaucoup. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 2 volets sur les partenariats Charcot. Un premier volet, c'est ce que nous construisons tout au long de l'année avec les élèves de ces établissements. Il y a des classes qui sont en partenariat et qui ont des activités pédagogiques, éducatives, communes. Et la deuxième chose, le deuxième volet, c'est la possibilité pour certains de ces élèves d'intégrer l'école alsacienne à l'entrée au collège, à l'entrée au lycée, par une voie d'accès spécifique. Et la sélection de ces élèves se fait en lien avec les établissements d'origine. Donc c'est vraiment un très beau projet. Désormais, nous avons 46 élèves de l'école alsacienne cette année. 46 élèves de l'école alsacienne viennent de ces établissements partenaires et 32 bénéficient d'une bourse un peu spécifique, qu'on a appelée les bourses Charcot, qui prennent en charge non seulement les frais de scolarité, mais aussi l'ensemble des frais supplémentaires. Alors, les frais supplémentaires, c'est les voyages scolaires, c'est la demi-pension, c'est une activité périscolaire, les études encadrées, les stages de remédiation, les sorties scolaires, les manuels quand il y en a. Bref, c'est ce qui permet de faire en sorte qu'une scolarité à l'école alsacienne soit l'équivalent exact d'une scolarité dans le public, c'est-à-dire ne coûte rien aux familles concernées. Sur ce sujet, je voulais juste rajouter une petite chose. Le partenariat Charcot, c'est en fait l'idée qu'un jour, peut-être, chaque collège pourra passer une convention avec un lycée professionnel, un lycée technologique, un lycée général, un lycée avec classe préparatoire, de manière à ce que chaque enfant en France puisse se dire « Tiens, je sais où je vais aller ». Vous connaissez tous les drames liés à l'affectation un peu curieuse des élèves à l'entrée en lycée. Nous, ce que nous voulons montrer, c'est que des relations entre des établissements très différents sont possibles et que cela permet non seulement d'enrichir l'école pour que nos élèves soient représentent la diversité du pays, mais aussi pour que dans ces collèges, la diversité soit maintenue. Il y a 2 ans, je crois, la principale du collège d'Esnos de Ronsard nous disait que ce qui est rarissime pour un collège en réseau d'éducation prioritaire, des familles qui ne sont pas dans l'ère de recrutement de ce collège demandent des dérogations pour être dans ce collège.
Donc l'ambition, elle est bien sûr pour l'école, mais vous voyez le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur la vision un peu plus large que vos dons nous permettent d'avoir. Alors, on peut laisser la parole à quelques élèves lauréats Charcot. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, ils étaient présents ici, ils avaient témoigné. Ce soir, le programme était, comme vous l'avez vu, relativement important, donc on ne les a pas conviés, mais Olivier Finsilbert a réalisé des petits films de leurs interventions. Et si j'appuie là, normalement, ça doit... Je vais commencer là. Bonjour, je m'appelle Memdi Nawel. Moi, c'est Maïssa Ichou. Initial Abderrazak. Tabé Joumana. Je suis en deuxième année de classe préparatoire. Grâce à vous, j'ai pu intégrer l'école alsacienne. Ça m'a apporté vraiment une véritable expérience sociale. Enrichissant à la fois pour nous, pour les élèves qui intègrent l'école alsacienne, mais aussi pour les élèves qui ont eu l'ensemble de leur scolarité au préalable à l'école alsacienne. J'ai vécu la plus belle expérience de ma vie. Je pense que c'est l'une des plus belles opportunités que j'ai eues dans ma vie. Je me suis vraiment découverte, j'ai créé des vraies relations avec les gens, avec mes camarades, avec toute l'équipe. Ça a été vraiment la rencontre avec des professeurs extraordinaires, des élèves aussi très remarquables. Ça m'a beaucoup apporté, que ce soit en termes de richesse culturelle, en termes de confiance en soi. C'était vraiment une école qui était à l'écoute, qui soutenait aussi les élèves et aussi qui m'a permis d'avoir une grande perspective d'avenir. Je fais cette vidéo pour vous inciter à faire des dons pour les lauréats Charcot. Pour les différents programmes proposés par l'école alsacienne. Parce que ça permet d'ouvrir les portes à des élèves qui sont dans le besoin. Ça change vraiment notre vie. Je vous incite à faire encore plus de dons pour permettre à plus de personnes de pouvoir vivre cette belle expérience. C'est vraiment une chance que vous nous donnez. Merci beaucoup. Merci d'avance pour vos dons. Merci. Deuxième petit film qu'on va vous montrer, mais je laisse Gauthier Le Chevalier le présenter. Merci beaucoup. À la rentrée 2022, donc il y a plus d'1 an, l'école alsacienne a permis de scolariser un élève, une élève c'était d'ailleurs, lauréat de Charcot, et donc de la 6e jusqu'à la terminale, grâce au mécénat, sa scolarité a été complètement financée. L'idée, c'était de pouvoir, d'année en année, pouvoir proposer des entrées, non pas qu'en seconde, mais dès la 6e, et non pas mais de plus en plus d'élèves. À cette rentrée, donc en septembre 2023, c'est pas 1, c'est pas 2, mais c'est 4 bourses complètes qui ont pu être mises en place et qui bénéficient à des élèves qui viennent des écoles qui sont nos écoles partenaires maintenant, des écoles qui ne sont pas très loin d'ici, des écoles qui sont en 14e arrondissement, des écoles en réseau d'éducation prioritaire. Une des deux écoles, c'est l'ancienne école que je dirigeais avant d'arriver ici à l'école alsacienne. Et l'idée, c'est toujours d'abord de faire échanger nos classes, nos professeurs, et ensuite d'avoir une réflexion commune avec les équipes pédagogiques pour proposer ces bourses à l'entrée en 6e à l'école alsacienne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'on aime bien chanter, on aime bien se mettre en scène à l'école alsacienne. L'année dernière, on a eu une classe de 9e, le CE2, à l'école alsacienne, celle de Dominique Zaleski, accompagné de notre professeur d'éducation musicale Mireille Béret, qui ont conduit un projet avec une classe de CE2 de l'école Simone Veil, qui est une école dans le 14e arrondissement de Paris, et avec leurs professeurs des écoles, leurs professeurs de musique, on a monté un spectacle 13 à la douzaine, et on va vous montrer un court extrait de ce spectacle qui s'est joué 2 fois. Il s'est joué une fois ici, et il s'est joué aussi dans la salle des fêtes du lycée François Villon, Porte de Vente, qui nous a accueillis, parce que c'était la grande salle proposée par notre partenaire du 14e arrondissement. Et donc voilà, ce projet permet aux élèves, aux familles de l'école, de ces écoles, et donc à des enfants de ces écoles de nous rejoindre dès la 6e. Je suis le vent.
Voilà. Voilà, on a fait un point donc sur l'ensemble des actions de mécénat qui sont rendues possibles grâce à vos dons, et je laisse la parole pour conclure à Mathieu Coptadelas et à Olivier Finsilbert. Pour l'association des parents d'élèves. Merci monsieur le directeur. Et Olivier Finsilbert qui va vous donner un petit mot sur les anciens élèves et qui est aussi au conseil d'administration. Je parle toujours juste avant le buffet, ça va arriver, ne vous en faites pas. D'abord, quelques petits remerciements, d'abord pour les intervenants, et en particulier Angèle, qui vous a tous au point impressionné, je pense que c'est unanime. Mais au-delà des intervenants, je voulais aussi en profiter pour remercier toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre sur ces projets de mécénat. Ils sont nombreux, il y a beaucoup, enfin ça ne se résume pas à cette soirée. Il y a des membres du conseil d'administration, des membres de l'association des parents d'élèves, des anciens parents d'élèves, et je salue particulièrement l'école Bessard qui est venue ici, qui n'est plus officiellement à l'école depuis l'année dernière, mais qui, vous voyez, est présent et nous aide beaucoup. Voilà, donc Karine, Marie, Carole, beaucoup de monde. Et au-delà de cela, je voulais aussi dire, remercier en votre nom toute la direction de l'école et bien vous expliquer à quoi correspondent ces remerciements. Il est quand même assez exceptionnel de savoir qu'après le rappel historique de notre directeur en début de séance, de voir à quel point le dialogue existe et permet, et j'insiste, après des discussions, beaucoup d'échanges, de créer ce type de projet. Il faut bien comprendre que la place qui est donnée aujourd'hui à l'inclusion dans le cœur de la stratégie de l'école, c'est vraiment issu d'une réflexion de plusieurs années entre les parents d'élèves, les élèves, les professeurs, la direction, et c'est ce qui montre que l'école fonctionne à plein. Et croyez-moi, pour faire partie de pas mal de ces réunions, l'écoute est assez extraordinaire et il faut ici le souligner. Cette école, depuis sa création, elle est là pour permettre, Angèle l'a très bien dit, de permettre à des personnes qui sont dans d'autres fuseaux horaires de bénéficier d'une chance extraordinaire, mais aussi aux autres élèves, à ceux qui ne sont pas dans ces fuseaux, de pouvoir en bénéficier. Et les témoignages des amis d'Angèle, des professeurs, des parents qu'on peut avoir, montrent bien à quel point ce travail bénéficie à tout le monde. De voir cette réalité en face, quelle qu'elle soit. Alors cette réalité, elle a un coût, tout simplement. C'est un peu brutal, mais il faut être très concret là-dessus. C'est pour ça que ces actions de mécénat sont là. Un don de 100 €, il faut d'abord dire que ça motive tout le monde. On a beaucoup de grands donateurs. Un de nos objectifs, c'est aussi d'étendre avec une multitude de petits donateurs. Et croyez-nous, 50, 100 €, on les voit, on fait des bilans, etc. Et savoir qu'on est soutenu par un maximum de personnes, c'est très très important. Alors après, on peut aller un peu plus haut. Pour vous donner une échelle de valeur, un peu plus de 3 000 €, ça permet de financer un mois d'AESH. Vous avez compris à quel point c'est important. C'est important parce qu'il faut les pérenniser. Il faut leur permettre de bénéficier à plusieurs élèves et aussi à l'ensemble de la classe, de libérer du temps pour les professeurs, de les aider dans leur travail. Donc ça bénéficie aux élèves qui sont pris en charge et à l'ensemble des élèves de la classe. Une scolarité bourse Charcot, c'est à peu près 6 000 €. Voilà, ça vous donne une échelle de valeur. Alors, il y a un monsieur, il y a 2-3 ans, qui je ne vois pas ce soir, qui m'avait posé une petite question discrètement à la fin, qui m'avait dit, mais est-ce que une année c'est 6 000 €, une scolarité, donc c'est des enfants qui étaient là pour le lycée, donc seconde, première, terminale, est-ce qu'on peut financer une scolarité entière, c'est-à-dire 3 ans? Je lui ai dit oui. Et le lendemain, nous avons eu un virement correspondant au financement de cette scolarité. Alors, j'ai une information à vous donner. Quand il était intervenu, on le faisait uniquement pour le lycée. Comme vous l'avez compris, maintenant, on peut financer une scolarité intégrale à partir de la 6e. Si vous avez un problème de calcul, Madame Dard, c'est un plaisir de vous rafraîchir les tables de multiplication. N'hésitez pas à lui poser des questions et n'hésitez pas à venir me voir discrètement. Je promets, je ne le répéterai pas. Dernier point, alors avant-dernier point, on a un objectif cette année de 250 000 €. On en est à aujourd'hui. On en est là. On va y arriver, on dépasse toujours nos objectifs, c'est des objectifs raisonnables.
Mais pourquoi c'est utile? C'est simplement, voilà, on sait ce qu'on doit financer, vous en avez vu un aperçu aujourd'hui, on sait ce qu'on doit financer, donc allons-y. Et dernier point, avant de passer la parole à Olivier Fensilberg, mais il va vous en parler peut-être plus que moi, il y a un événement majeur cette année, c'est les 150 ans d'école, avec un événement clé, alors il y aura plein d'événements dans toute l'année, il y aura un événement clé le 1er juin à la Sorbonne, en Sorbonne, avec un programme qui vous sera annoncé. Et je passe la parole à Olivier qui va vous solliciter pour notre modification. Je vais faire très vite. Je pense que la plupart d'entre vous êtes déjà convaincus et puis avez même prouvé votre soutien à ces initiatives dans le passé. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir élargir ce message et pouvoir donner les arguments, partager les arguments avec ceux qui ne sont pas là ce soir, mais qui pourraient aussi donner et appuyer ces initiatives. Donc, Yann Le Gargent et moi faisons une série de petits films que nous préparons pour le 150aire. Mais là, ce soir, ce qu'on aimerait, c'est si vous pouvez juste nous accorder 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Je sais dans la salle qu'il y en a qui l'ont déjà fait. On va avoir notre petit studio de tournage là au fond. Et juste donner les arguments qui vous ont convaincu de venir appuyer ces initiatives et que vous souhaitez partager avec d'autres qui pourraient envisager de faire des dons de 5 à... il n'y a pas aucune limite, voilà, aucune limite. Mais qu'ils soient petits ou grands, voilà, on voudrait élargir ce message, donc je vous remercie par avance. Et maintenant... le buffet est ouvert. Voilà.